Alors, Napoléon est tombé. Et là, l'Europe se retrouve face à un choix énorme. D'un côté, on a les rois, les empereurs, qui veulent tout simplement remettre les pendules à l'heure, effacer la révolution et restaurer leur ordre ancien. Et de l'autre, eh bien, on a les peuples. Eux, ils ont goûté aux idées de liberté et de nation, et ils n'ont aucune intention de se laisser faire. C'est le début d'un bras de fer monumental qui va secouer tout le continent pendant plus de 30 ans. Regardez bien ces deux images. C'est incroyable comme elles résument tout. À gauche, on a le portrait bien sage, bien rangé, l'ordre, la tradition, le pouvoir d'une monarchie qui se pense éternelle. Et à droite, c'est le chaos, le soulèvement, le peuple sur les barricades qui réclame un monde nouveau. C'est toute la tension de l'époque qui est là sous nos yeux, le choc frontal entre deux visions de l'Europe qui ne peuvent pas coexister. Alors, pour y voir plus clair dans cette période super dense, voilà comment on va avancer. D'abord, on va voir comment ces deux Europes s'affrontent. On commencera par le plan des princes pour tout verrouiller, puis on verra comment les peuples se sont réveillés. On fera un zoom sur la France, qui est un cas d'école passionnant, et on terminera avec la grande explosion, le fameux Printemps des peuples de 1848. On est en 1814. L'empire de Napoléon vient de s'effondrer. Ça laisse un vide immense, un continent complètement chamboulé. Et pour les dirigeants de l'époque, une seule question leur brûle les lèvres. Est-ce qu'on peut vraiment, après 25 ans qui ont tout changé, faire comme si de rien n'était? Genre, on prend une carte, on gomme et on redessine le monde d'avant. C'est un pari complètement fou, mais c'est exactement ce que les monarchies victorieuses vont tenter de faire. Pour elles, l'idéal, c'est que la Révolution française et ses idées n'aient jamais existé. Et leur grande réponse, leur plan pour remettre de l'ordre, c'est le fameux Congrès de Vienne en 1815. C'est une sorte de G7 de l'époque, si on veut. Les grandes puissances se réunissent pour tout réorganiser et surtout pour s'assurer qu'une révolution ne viendra plus jamais, au grand jamais, menacer leur trône. Alors là, ce document est super intéressant. Ce n'est pas juste une image pour faire joli. C'est une source historique, une caricature de l'époque. Et ça nous donne une vision critique de ce qui se passe. Regardez bien, les rois, les diplomates, ils se découpent littéralement l'Europe comme si c'était un simple gâteau d'anniversaire. Ils ne se posent aucune question sur les peuples qui vivent, sur les langues, les cultures, rien. Pour eux, c'est juste un jeu de pouvoir sur une carte. Bon, une fois qu'ils ont redessiné la carte, il faut un moyen de faire respecter ce nouveau ordre. Et l'outil qu'ils créent, c'est ce qu'on appelle le concert européen. Il est soutenu par une alliance qu'on appelle la Sainte Alliance entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. L'idée au fond, elle est assez simple et, disons-le, assez brutale. Si un roi est menacé par une révolte quelque part en Europe, les autres puissances ont le droit d'intervenir militairement pour écraser la rébellion. Ce grand plan, il repose sur deux idées maîtresses. Premièrement, le principe de légitimité. On remet sur les trônes les familles royales légitimes, celles qui étaient là avant la Révolution. Hop, retour des Bourbons en France. Deuxièmement, l'équilibre des puissances. On redessine les frontières pour que personne ne puisse devenir trop puissant et menacer les autres, en visant la France en particulier. C'est vraiment l'opposé total de l'idée révolutionnaire de souveraineté nationale, où c'est le peuple qui décide de son propre destin. Sauf que, on ne peut pas juste effacer les idées comme ça d'un coup de baguette magique. L'héritage de la Révolution, il est là, bien vivant. Les idées de liberté, d'égalité, et surtout cette idée toute neuve et surpuissante, le sentiment national, le fait d'appartenir à une nation. Eh bien, ça a fait son chemin. C'est ça, la grande force qui va se dresser contre l'ordre des princes. Et cette résistance, elle ne va pas se manifester d'un coup. C'est plutôt comme des vagues de plus en plus fortes qui vont frapper l'Europe des princes. Il y a une première secousse dans les années 1820, puis une vague bien plus forte en 1830, et enfin le véritable tsunami de 1848. Et pour bien comprendre, faisons un zoom sur la France en 1830. On a le roi, Charles X, qui rêve de revenir à une monarchie absolue comme avant 1789. Il commence à grignoter les libertés, surtout la liberté de la presse. Et cette caricature, elle est géniale pour ça. Elle nous montre la tension qui monte. Le peuple, représenté par le bourgeois et le garde national, qui dit au roi « Attention, tu dois respecter les règles, tu dois respecter la charte constitutionnelle ». C'est une vraie épreuve de force qui se dessine. Et cette épreuve de force, elle va vite dégénérer en insurrection. Pendant 3 jours, les fameuses 3 glorieuses de juillet 1830, Paris se couvre de barricades. C'est le peuple qui descend dans la rue et qui affronte l'armée. Cette gravure est incroyable. Elle capture l'énergie de ce moment. On y voit des étudiants, des ouvriers, des bourgeois, tous unis dans le même combat pour la liberté. Alors, quel est le résultat de tout ça? Charles X est obligé de s'enfuir. Mais attention, ce n'est pas encore la République. C'est une solution de compromis. On installe une nouvelle monarchie, dite constitutionnelle, avec un nouveau roi, Louis-Philippe.
Et le changement de titre est hyper important. Il n'est plus roi de France par la grâce de Dieu, mais roi des Français, ce qui sous-entend que son pouvoir vient du peuple. Il prête serment sur cette fameuse charte. Et c'est là qu'on voit bien comment tout est connecté, comment la France sert de détonateur pour le reste de l'Europe. L'étincelle parisienne, eh bien, elle met le feu à toute la plaine européenne. En Belgique, ça marche, la révolution mène à l'indépendance du pays. En Pologne et en Italie, les soulèvements nationalistes sont finalement écrasés, mais l'idée est lancée. Bref, la France redevient le cœur battant de la contestation en Europe. C'est pour ça qu'on peut vraiment voir la France entre 1815 et 1848 comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert. C'est là que ce conflit entre l'Ancien et le Nouveau Monde est le plus visible, le plus intense. On a donc eu Charles X, qui a essayé de faire un retour en arrière total, et ça a provoqué la Révolution de 1830. À sa place, on a Louis-Philippe. Lui, il tente une autre voie, le juste milieu. Une monarchie plus moderne, plus libérale. Mais il y a un mais. Son régime favorise surtout la bourgeoisie la plus riche, et du coup, il laisse sur le carreau une énorme partie du peuple qui, elle, veut plus de démocratie. La tension, elle ne disparaît pas, elle est juste sous le couvercle. Et encore une fois, pour saisir cette ambiance, les caricatures sont des sources exceptionnelles pour les historiens. Ce n'est pas juste un dessin amusant, c'est une véritable arme politique. Ici, on voit le roi Charles X transformé en araignée, tissant sa toile cléricale. Et la légende Charles X araignée, c'est un jeu de mots avec araignée. C'est une façon de dire que son règne est fini, qu'il est pris à son propre piège. Ça nous montre la force d'une presse qui ose à nouveau critiquer et même se moquer du pouvoir. Ce serment de Louis-Philippe, il faut vraiment prendre un instant pour en mesurer l'importance. Pourquoi c'est un tournant ? Parce que pour la première fois, un roi ne tire plus son pouvoir uniquement de Dieu, mais d'un texte, d'un contrat passé avec la nation, la charte. Son pouvoir est limité par la loi. C'est un changement de logiciel complet. Même si on est toujours dans une monarchie, le principe révolutionnaire a gagné du terrain. Et on arrive à l'acte final de cette période, 1848. Après des années où la tension n'a fait que monter, frustration politique, misère sociale, mauvaise récolte, eh bien, la cocotte minute explose. Et cette fois, elle explose partout en Europe, presque en même temps. C'est le fameux printemps des peuples. De Paris à Vienne, en passant par Berlin, Budapest, Milan, partout, les peuples descendent dans la rue. Ils réclament des constitutions, des libertés, et pour beaucoup, l'unité de leur nation. Cette image d'une barricade à Berlin est très parlante. On y voit des révolutionnaires qui brandissent le drapeau noir, rouge et or, qui deviendra le drapeau de l'Allemagne unifiée. Ça montre bien les deux moteurs de cette révolution, la liberté, mais aussi le nationalisme. Mais 1848, c'est une année pleine de paradoxes. Au début, c'est un triomphe total pour les peuples. Imaginez, en France, le roi est chassé, la République est proclamée. Partout ailleurs, les rois, terrifiés, accordent des constitutions. Sauf que, très vite, le mouvement se fissure. Les révolutionnaires se divisent entre les modérés et les plus radicaux. Et les rois, qui avaient fait semblant de céder, vont profiter de ces divisions pour organiser la contre-attaque. À la fin de l'année, c'est la douche froide. Presque partout, l'ordre ancien a repris le pouvoir par la force. Alors, est-ce que tout ça n'a servi à rien ? C'est la question qu'on doit se poser pour conclure. À court terme, c'est vrai, la défaite est cuisante. En 1849, la répression est féroce. On a l'impression que les princes ont gagné. Mais est-ce qu'ils ont vraiment gagné la guerre des idées ? Absolument pas. Les idées portées par ce printemps des peuples, le droit des peuples à choisir leur destin, l'idée de nation, la soif de démocratie, ces idées-là, on ne peut plus les remettre dans leur boîte. Elles ont été semées partout en Europe et elles vont continuer de germer tout au long du siècle jusqu'à finalement triompher.